Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Ce 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale, une occasion de sensibiliser l'opinion publique aux questions de santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur de la pathologie. Secteur foncier au Bénin, de nouvelles dispositions sont prises pour réglementer. Comment éviter désormais les litiges domaniaux? Restez avec nous pour en savoir davantage. Vendre du sable de rue est devenu aujourd'hui une activité génératrice de revenus à Cotonou. Ceux qui s'y adonnent le font à cœur joie. Vous aurez dans cette édition plus de précisions sur le sujet. Merci de votre fidélité. Ce 10 octobre marque la journée mondiale consacrée au syndrome de Lys fragile. C'est une maladie génétique rare et héréditaire. Elle est la première cause de déficience intellectuelle héréditaire chez l'enfant. Elle touche un garçon sur 5000 et une fille sur 9000. Le syndrome de Lys fragile est la deuxième cause de déficience intellectuelle après la trisomie 21. Lys fragile se traduit par une atteinte légère à sévère qui peut être associée à des troubles du comportement du langage, de l'humeur, des difficultés d'apprentissage, un retrait social, une difficulté à gérer ses émotions et une anxiété sociale. La perte d'un emploi, le chômage ou des moments difficiles peuvent avoir des conséquences importantes sur le bien-être des personnes touchées et générer du stress, une situation qui peut affecter la santé mentale. En cette journée mondiale de la santé mentale, célébrée ce 10 octobre, nous levons le voile sur les facteurs de risque. Reportage. La dépression peut être à l'origine de toutes les pathologies mentales. Très répandue, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes que les hommes. Il y a les cas de suicide. Les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie, de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'est pas une fatalité. La preuve, ici, au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs. Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement, ou on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance
et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour. La communauté internationale célèbre également ce 10 octobre la journée mondiale contre la peine de mort. Cette journée encourage et consolide la prise de conscience politique et générale du mouvement mondial contre la peine de mort. La peine de mort, un chemin pavé de torture, c'est le thème retenu pour cette 20e édition. Une occasion pour considérer et célébrer les progrès réalisés. Aujourd'hui, plus que jamais, les acteurs abolitionnistes doivent continuer à œuvrer pour l'abolition complète de la peine de mort dans le monde entier pour tous les crimes. Le Bénin a déjà aboli la peine de mort. Et je l'annonçais dans les titres, le Bénin connaît une transition foncière depuis un certain temps. De nouveaux tests, de nouvelles dispositions et surtout une procédure bien définie réglemente, encadre désormais le marché du foncier béninois. Acheter ou vendre un terrain n'est plus l'apanage de qui veut mais de qui s'y conforme. Comment acquérir ou céder une propriété tout en évitant d'éventuels litiges? L'expert juriste foncier agréé Xavier Zola nous en parle. Il est au micro de Machel Betoro et de Rodrigue Blondouma. Celui qui veut avoir accès au foncier, le code a posé des principes. Quand vous avez une parcelle, vous devez avoir le titre foncier. À défaut du titre foncier, vous devez avoir un des actes de présomption de propriété. L'attestation de recasement si la parcelle est dans une zone lotie et recasée. L'attestation de détention coutumière si elle n'est pas dans une zone recasée, donc zone rurale, champ, village ou bien d'autres partout ailleurs. Le certificat administratif, si vous l'aviez avant, tant mieux. Le certificat foncier rural, si vous l'aviez avant, tant mieux. Les avis d'imposition des 3 dernières années, ce que dit le code. Donc, il faut avoir au moins un de ces actes. Donc, si vous n'avez que la convention de vente, c'est que il faut non seulement l'enregistrer, la faire affirmer si elle est établie chez le maire, en plus donc du titre foncier ou à défaut donc des actes de présomption de propriété que je viens de citer. Deuxième principe posé par le code est relatif à la nationalité. Et le principe posé est qu'il faut être forcément béninois pour avoir accès à la terre. Et donc, en milieu rural, ce principe ne souffre d'aucune exception. C'est en milieu urbain qu'il y a une exception qui a été posée, donner la possibilité aux non-béninois originaires des pays où les béninois ont accès au foncier, donc de pouvoir accéder aussi au foncier au Bénin, mais uniquement en milieu urbain. Les Béninois continuent de réfléchir à des solutions appropriées face aux difficultés économiques quotidiennes. À Cotonou, de jeunes gens collectent et vendent le sable des rues. Après le ramassage, le sable est mis dans des sacs de jute et exposé aux abords des rues pour être vendu. Arnaud Adadja s'est intéressé à cette activité génératrice de revenus. Des sacs qui contiennent du sable exposé à la vente pour diverses raisons. Un jour, j'étais arrivée voir les parents et ils devaient faire une réflexion. On a cherché du sable fatigué. Et là, c'est là où quelqu'un m'a dit, il faut qu'on attende la nuit pour voir ceux qui balaient. C'est comme ça on les a contactés. Quand ils ont versé le sable ici, le temps que le maçon ne vienne commencer les travaux, les gens ont commencé par nous perturber. Si c'est à vendre, c'est à vendre, c'est à vendre. On peut vendre ça, on m'a dit oui, c'est comme ça que je me suis lancée. Du sable laissé au départ sur la chaussée au passage des engins. Cette dame se tape une seconde activité
en plus de celle qu'elle exerce. Pour Rogacienne, comme pour toute autre personne, la vente du sable de rue est une activité non moins rentable. Ce sac que vous voyez, c'est un sac de 50 kg. C'est ça là, je vends ça à 500 francs. Il y a le petit de 25 kg ici, qui est à 300 francs. Comparativement au coût du sable marin ou lagunaire, cette activité de la vente du sable de rue vient au secours des petites bourses et sauve des propriétaires de maisons pour des travaux de réfection. Et pourtant, ce sable serait peu recommandé. On a eu à utiliser des solutions lavantes pour laver ce genre de sable. Et on constate que la couleur de la solution lavante n'est pas vraiment la couleur adéquate que l'eau devait avoir pour qu'on puisse utiliser ce sable pour les constructions. Moi, je ne conseille pas à aucun client de payer les sables de rue. Parce que les sables de rue, là, il y a des huiles à moteur qui coulent dessus. Ça ne peut pas tenir le ciment. Comme il y a des gens qui sont briqués, les gens bloquent le sable. Il y a des gens qui sont briqués. À ce que je sache, le sable qui doit être utilisé pour les travaux de construction, ça doit être un sable propre, sans impuretés, sans matière organique. Au-delà de son caractère peu recommandable, c'est le film d'un nouvel épisode en termes d'innovation face aux difficultés de la vie qui commence sous les yeux des Béninois. Hors du Bénin au Cameroun, la situation des journalistes est de plus en plus précaire. Certains cumulent plusieurs dizaines de mois d'arriérés de salaire. Le syndicat national des journalistes du Cameroun est monté au créneau pour exiger le versement de ces salaires sans délai. Reportage de Tony Michael Menga et Stéphane Noah de France 24. Des journaux à foison, le Cameroun en compte plus de 600. Des journaux les plus fantaisistes aux quotidiens les plus sérieux. Mais tous ont un problème en commun. Le paiement des salaires de leurs journalistes. La question est encore taboue. Mais dans la rédaction de cette radio de Douala, Alphonse a décidé de briser le silence. Ce journaliste de 52 ans a quitté le journal pour lequel il travaillait il y a 1 an. Il réclamait 21 mois d'arriérés de salaire à son employeur qu'il a traîné à l'inspection du travail. Je ne peux pas vous dire que ce que moi j'ai obtenu, c'est l'équivalent peut-être de 7 mois, 7 ou 8 mois au tout, sur les 21. J'étais secrétaire de la rédaction que j'ai occupé pendant 11 ans. Vous imaginez, je n'étais même pas à 150 000 francs de salaire. 150 000 francs CFA, 230 €. Un salaire dérisoire et des cotisations sociales quasi inexistantes. Une précarité dénoncée par le syndicat national des journalistes du Cameroun. Les camarades qui nous ont saisis sur des questions d'arriérés de salaire, il y en a de 38 mois. Ce jour-là, la présidente de l'organisation, Marion Obam, et son collaborateur font le point sur la situation des arriérés de salaire dans la profession. Pour le syndicat, la précarité des journalistes sans salaire les rend vulnérables aux tentatives de corruption. Tout le monde se plaint aujourd'hui des journalistes à gages, tout le monde se plaint aujourd'hui des lanceurs d'alerte, tout le monde se plaint aujourd'hui que la qualité de l'information n'est plus bonne, on a plus de fake news, mais justement parce que ceux qui sont censés faire ce travail sont dans des conditions inacceptables. Parmi les journaux indexés pour non-paiement des salaires, le très réputé quotidien Le Jour d'Aman Mana. Si ce directeur de publication reconnaît des retards dans les salaires, il met en cause l'état catastrophique des finances d'une presse locale endettée et en quasi-faillite. La dette salariale, la dette sociale que je déplore n'est qu'une partie de la dette, parce qu'il y a la dette vis-à-vis des imprimeurs, il y a la dette vis-à-vis des fournisseurs papier, il y a la dette vis-à-vis des propriétaires, la dette loyer. Une crise salariale dans la presse qui est loin d'être résolue, malgré les aides gouvernementales aux journaux privés qui se sont élevées à près de 370 000 € l'année dernière. Voilà qui vient mettre un thème à cette édition que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de l'avoir suivi.